Bonjour Tristan, Bonjour Thomas, enchanté de vous recevoir. merci, moi aussi. Merci d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes le premier, Ça vient d'une longue épopée. je l'espère. En tout cas, voilà, écoutez, je voudrais présenter aux auditeurs ce qu'on va faire et puis ensuite vous laissez vous l'occasion de vous présenter pour que ce soit un peu plus clair dans la structure de ce qui va suivre. Donc en gros, on va se présenter, on va faire un passage sur le rapport qu'on a nous-mêmes avec le rêve du point de vue personnel, aller sur des questions de neurologie, l'aspect onirothérapeutique. Et ensuite, on va faire un cas assez simple de pratique d'interprétation et puis conclure. Voilà un peu le programme qui nous attend. Donc, écoutez, je vous laisse commencer par vous présenter, savoir qui vous êtes, même si vous êtes déjà connu dans le monde des rêves. Les gens qui vont découvrir cette vidéo ne connaissent pas forcément. Tristan Frédéric Moir, je suis psychanalyste et plus précisément thérapeute en tant qu'onirothérapeute. Et je suis aussi spécialiste du langage du rêve, donc onirologue, donc oniros rêve et logos langage, science. Mhm, Donc, puisque l'onirologie, c'est une spécialisation de l'étude du langage du rêve. Et je suis vraiment spécialisé dans cette observation, comprendre le langage du rêve, essayer de voir comment effectivement il se structure. Et donc ça, c'est vraiment ma spécialisation, mon cheval de bataille. Et au travers de cette connaissance du langage du rêve, je pratique l'onirothérapie. C'est-à-dire que donc, en tant que thérapeute, je reçois des personnes en tant que psy, mais je privilégie le travail sur les rêves puisque c'est un outil qui permet d'aller très vite. L'interprétation du rêve à des fins thérapeutiques, psychanalytiques, est quelque chose de très précis et qui permet d'accélérer les processus, en tout cas d'aller assez vite, puisqu'on ne peut pas aller plus vite que la musique non plus, puisqu'il y a un temps pour tout. Mais mhm, en tout cas, ça permet d'aller au cœur du sujet et ça permet de résoudre des problèmes très précis, mhm, ponctuels. Même quelquefois, une séance, ça résout des états d'angoisse, ça résout des fatigues, ça résout des malaises. Après, effectivement, il faut consolider. Mais en tout cas, en tant qu'outil thérapeutique, l'interprétation du rêve est un outil extrêmement efficace. Et c'est pour ça que je me suis spécialisé dedans. Donc, j'exerce, ça fait 30 ans que j'exerce. mhm. Et c'est vraiment dans cette voie, avec l'outil du rêve comme vraiment support thérapeutique extrêmement important. Très bien. Oui, vous avez développé une expertise autour du rêve. Je peux dire oui, et donc j'enseigne aussi cette expertise, puisque donc j'ai fondé une école qui s'appelle Ever, Mhm, et donc j'ai construit une méthode qui permet d'appréhender le rêve et de reproduire un processus. Donc il y a un protocole, il y a un processus que j'enseigne, il y a des niveaux de lecture du rêve que je transmets, donc avec cette connaissance, sans avoir forcément la connaissance profonde du langage du rêve, parce que tout le monde n'est pas un neurologue. mhm, Euh, il faut vraiment travailler beaucoup pour mhm, arriver à acquérir toute la culture, puisqu'il y a une énorme culture par rapport au rêve, mhm. déjà le langage symbolique, Oui. mais il y a aussi des mises en relation avec des courants de pensée, la philosophie, avec la spiritualité. Mhm. Donc le neurologue, c'est une, un, un vêtement de recherche. Et l'onirothérapie, le neurothérapeute, c'est celui qui travaille avec les personnes. Et donc, avec une formation, on peut déjà avoir quelques bases, même des bases solides pour comprendre le rêve. Et on peut s'aider d'un dictionnaire, évidemment. Oui, on va en parler de tout ça. Justement, ça fait un peu le pont. Je vais me présenter rapidement. Ce sera un peu plus court que vous parce que moi, je suis plus jeune. Mais, euh, mais donc, oui, moi, je suis passé par des études de psychologie, des études académiques, en fait, de psychologie et de philosophie. Et j'ai fait une formation avec vous en onirothérapie, justement, où je Mhm. pratique. Alors, moi, je vais me définir plus comme oniropraticien parce que l'activité thérapeutique, je la développe encore. Mais du coup, c'est mon approche autour du rêve. Elle est basée quand même sur les outils psychologiques. Et ça me permet justement d'enchaîner sur le point suivant, c'est-à-dire que
moi, je me suis intéressé au rêve consciemment à l'adolescence. C'est un matériau qui m'a très vite interrogé. J'ai acheté un dictionnaire de symboles pour un peu comprendre ce qui se passait. Mais voilà, à l'époque, j'en étais resté là. Vous, de votre côté, ça fait quand même longtemps que vous travaillez avec les rêves. Comment vous êtes venu au rêve plus personnellement, je dirais, avant même d'être thérapeute autour de la figure du rêve? Comment vous, ça vous a intéressé? C'est difficile à dire parce que c'est vraiment quelque chose qui est venu à moi. Mhm, Euh, j'ai fait une reconversion. À 33 ans, j'ai changé de métier. mhm, J'étais luthier autrefois. mhm, Et donc, j'ai repris des études pendant 7 ans. mhm, Et donc, c'est la psychanalyse qui m'intéressait. Mais j'ai tout de suite été, enfin, j'ai toujours été attiré par le rêve et j'ai été assez embêté, même attristé de voir à quel point on se servait pas beaucoup du véritable matériel du rêve et que on continue à travailler en méthode associative. Donc, les thérapeutes n'avaient pas beaucoup de connaissances sur le rêve. mhm, Et donc, c'est assez décevant. En même temps que je faisais mes études, j'ai repris aussi une tranche de psychanalyse. mhm, Et donc j'ai toujours été assez attristé de voir à quel point les thérapeutes ne savaient pas trop quoi faire du matériel du rêve. mhm. Oui. Donc j'ai commencé à m'y intéresser plus fortement parce que pour moi c'était l'outil, le vecteur vraiment de connaissance de soi, surtout que c'est vraiment affirmé par Freud et par Jung. Oui. Le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient. Ok, très bien, mais il n'y a rien. Personne n'enseigne quoi que ce soit, il n'y a pas d'enseignement académique, il Mhm, n'y a rien, et puis très peu de personnes savent effectivement comprendre ce langage. Voilà, j'ai toujours eu une affinité avec le rêve, comme vous étant adolescent, le rêve était quelque chose de fascinant. mhm, Euh, Après, c'est vrai que je continue à m'intéresser à mes rêves, mhm. mais c'est surtout quand j'ai appris la psy, je me dis, mais c'est tellement puissant, c'est tellement important, ça impacte tellement qu'il y a forcément quelque chose à faire avec. Et donc c'est là où je me suis concentré, j'ai étudié de moi-même. Oui. J'avais déjà un sacré bagage puisque je me suis toujours intéressé à la mythologie, aux contes et légendes, à l'histoire des religions. Donc tout ce matériel aussi vient nourrir une approche de ce langage qui est un langage extrêmement simple, un langage énergétique, Mhm. mais c'est un langage rudimentaire, mais on en a perdu un peu l'usage parce qu'effectivement il est un peu simple. C'est un langage d'image qui nous parle en permanence à tous. Oui, oui. Et effectivement, c'est le point juste après. Et effectivement, oui, il y avait une sorte de vide un peu dans la pratique autour des rêves. C'était un peu sous-estimé d'après ce que vous dites. Et c'est vrai que moi c'est pareil, je continue de me former à côté. Et le bagage culturel aide quand même à l'approche du rêve. On n'est pas obligé d'être très cultivé, je veux dire, mais comme il y a des résonances sur des niveaux collectifs de l'inconscient, le rêve va utiliser un langage qui n'est pas celui qu'on est en train d'employer ici. Il va très vite nous apparaître comme quelque chose d'étranger. Donc, c'est le point que j'aimerais aborder, c'est que le rêve apparaît comme complexe à celui qui ne sait pas du tout quelle est la nature de son langage. Je sais pas, est-ce que ça vous inspire quelque chose, ça, justement? J'ai l'impression que souvent, moi, les gens, pour eux, c'est très absurde un rêve, alors qu'en fait, c'est un langage propre qui a vraiment un sens comme une langue qui demande une interprétation. Il y a deux écueils quand on va regarder un rêve. Il y a le premier, c'est quelquefois c'est tellement abscon qu'on va se dire ça ne veut rien dire. Et le deuxième écueil, c'est le premier degré. C'est-à-dire de penser que tout ce qui est dit dans le rêve est à prendre comme argent comptant et au premier degré, et que les personnages représentés, les situations représentées sont des situations réalistes, alors que dans le rêve, tout est métaphore, tout est parabole, donc il y a une analogie en permanence qui est à faire, et ne jamais, jamais prendre un rêve au premier degré. Donc même si ça semble compliqué, toujours chercher à savoir ce qui se cache derrière, quelle est la métaphore, quelle est l'analogie notre esprit est en train à laquelle notre esprit est en train de procéder. Oui, parce que moi, je me suis un peu renseigné. Il y avait une culture, ça existe encore, mais c'est plutôt, par exemple, chez les aborigènes. Ça, c'est assez connu, mais en Afrique de l'Ouest, on retrouve ça chez les tribus indiennes d'Amérique, tribus amérindiennes. Ils ont une tradition de raconter au moins leurs rêves. Ils ont quand même un focus dessus. Et nous, moi, c'est que mon point de vue, mais il semble qu'on soit devenu un peu matérialiste et le rêve échappe un peu à nos cases et à nos conditionnements. Donc, en fait, on l'a complètement zappé.
Et c'est vrai que quand il revient sous une forme complètement étrangère. On a perdu cette connexion avec le rêve. Tout à fait, parce qu'à l'origine, effectivement, dans un clan, le rêve est un outil de communication communautaire. Et donc, il y a une portée chamanique au rêve. Le rêve peut s'adresser à l'ensemble du groupe. Oui. Et le chaman, normalement, est le connaisseur, Mhm. l'interprète du rêve par effectivement la culture qui lui a été transmise, le travail qu'il a fait, Mhm. et sa capacité à voir les choses avec recul. Et là encore, à pas prendre tout comme argent comptant. Justement, du coup, comment, je dirais précisément, où on pourrait définir cette approche du rêve que vous pratiquez et que moi je vais pratiquer aussi? C'est-à-dire, vous êtes un traducteur, un interprète, vous faites de l'herméneutique, au sens où l'herméneutique, c'est que reconnaître que le rêve a un langage propre, ou c'est plutôt du déchiffrage? Comment vous Euh, positionnez là-dessus? tout, Tout? tout. Ouais, ouais. Bah, la lecture d'un rêve, c'est d'abord de l'herméneutique, puisqu'effectivement, l'herméneutique, c'est l'interprétation d'un rêve, Mhm. d'un texte, avec sa culture, mais aussi une intuition, puisque l'herméneutique, il va falloir souvent retraduire des textes qui sont un peu complexes. Et donc, il faut avoir aussi une intuition qui va être nourrie par pas mal de choses, mais notamment toutes les cultures qu'on peut avoir. Et quand on métabolise les choses, parce que la culture, c'est bien, mais ce qui est important surtout, c'est de métaboliser cette culture. C'est-à-dire pas faire du mot à mot, mais de comprendre ce qui est dit derrière. Quand on interprète un rêve, on va toujours essayer aussi de comprendre ce qui est dit derrière, Ouais. derrière les mots, quel est le sens profond. Donc il faut de l'intuition, il faut de la culture, il faut effectivement pas mal de choses, des calculs. Mhm. Quand j'interprète un rêve, j'analyse en permanence ce qui est en train de se passer. J'analyse pour pouvoir faire une synthèse. Et je trouve ça rassurant pour les gens chez qui le rêve voudrait s'intéresser au rêve, mais ça leur paraît vraiment déroutant parce que je sais pas, ils voient un clown qui est sur une montgolfière. Pour eux, ça n'a aucun sens, c'est complètement pas de sens. Mais l'idée de savoir qu'en fait c'est une image qu'on peut traduire et que c'est un langage en fait qu'on peut retrouver, c'est quand Mhm. même, je trouve, très bénéfique en fait dans l'approche de soi-même. Il y a vraiment un pont qui se fait par l'interprétation. C'est ça que je voulais dire en fait entre le rêve et l'incompréhension qu'on a vis-à-vis de lui. C'est vraiment un langage qui s'apprend en fait, symbolique. Ah, voilà, donc tout à fait, c'est un langage qui s'apprend, d'où ce que j'ai mis en place, l'école, pour Mm, essayer de transmettre et pour que ça devienne de plus en plus reconnu. Parce que là encore, au niveau du rêve, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire n'importe quoi, mais il y a aussi des gens sérieux. Et il faut qu'il y ait des fondements. On a besoin effectivement d'un cadre et des choses qui soient reproductibles. Et donc, même si ce n'est pas une science, parce que ça appartient, c'est pas une science dure, ça appartient, la psychologie appartient au niveau des sciences humaines. oui. euh, il y a quand même des bases, des notions, et qu'on va donc devoir intégrer. Mm, Euh, il y a du reproductible, et notamment les symboles, donc les symboles universels qui viennent de l'inconscient collectif, comme Jung a pu effectivement le préciser, ce sont des choses qui ont une valence, un sens précis, qui ont besoin d'être mis dans un contexte, évidemment, puisque les images du rêve sont des mots, et les mots, ils ont besoin d'être contextualisés pour avoir un sens précis. Donc, il y a quelque chose qui est là, et les images du rêve sont le vocabulaire, c'est les mots, hein. Et après, il faut apprendre aussi la grammaire, c'est-à-dire oui. comment s'organisent ces mots. Oui, c'est ça, c'est vraiment la métaphore du langage, je trouve, qui est assez parlante, en fait, sans mauvais jeu de mots. J'ai dit tout à l'heure que le rêve, bah, pour vous, c'est devenu, c'est pas qu'il est simple, mais pour moi, je dirais plutôt que le rêve est complexe. Il a plusieurs morphologies, il y a plusieurs types de rêves, même si aujourd'hui, on va faire que le rêve classique, nocturne, en gros, on dort, on va pas aller voir les rêves lucides, etc. Euh, Est-ce que on peut aborder le rêve avec un esprit, je dirais, purement linéaire? Il d'après votre approche, et moi j'utilise aussi, c'est l'intuition quand même, comprendre les métaphores, les analogies, les figures de style. Est-ce que c'est aussi simple que ça ou on est vite dérouté quand même par certains rêves? On peut être dérouté, mais je pars du postulat qu'il y a une logique implacable dans un rêve, et que donc
Si on ne comprend pas, c'est qu'on n'arrive pas à entrer dans cette logique. Et Oui. en se focalisant vraiment sur ce qui est dit, on peut comprendre au bout d'un moment ce qui est dit. Il y a des rêves qui sont plus simples à comprendre que d'autres, hein. Mhm. Notamment, il est beaucoup plus simple pour moi de comprendre les rêves des autres que de comprendre les miens. Oui. Déjà, pour une chose, c'est que le premier degré, on a tous tendance à y céder quand on est le producteur du rêve. Oui. On a du mal à se distancier. Et Exactement. ensuite, mon inconscient sait que enfin mon surmoi plus précisément, mon surmoi sait que je connais toutes les choses et donc il va utiliser un langage encore plus codé, souvent parce que effectivement, sinon ça va être trop au premier degré. Oui, ça, c'est intéressant. L'inconscient, quelque part, c'est que le rêve peut être soumis à l'interprétation. Oui, donc C'est quand même un espace d'intelligence aussi, l'inconscient. C'est pas juste un réservoir d'images. Voilà. pour moi, c'est la suprême intelligence. Mhm. Notre inconscient, c'est la suprême intelligence, hein. Mhm. Alors effectivement, il faut distinguer plusieurs couches de l'inconscient. Oui. euh, Puisque l'inconscient il est constitué d'éléments innés comme d'éléments acquis. Hein. Il est constitué aussi d'éléments positifs comme d'éléments négatifs. Les troubles, les névroses, les traumatismes Oui. sont des choses qui sont stockées dans l'inconscient et qui viennent perturber notre fonctionnement rationnel et positif, donc Mhm. notre insertion dans la vie. Oui, oui, non, mais tout à fait. Travailler sur l'inconscient est un outil thérapeutique très de première main. Alors, il y a un phénomène qui est assez, dans ce langage que porte le rêve, il y a un phénomène qui est assez marquant, je trouve, c'est les émotions et la probable mise en suspens de la logique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes, il semble que les images soient guidées par des émotions, peut-être pas que, mais il y a aussi une logique linéaire qui ne s'applique pas directement. Donc on est dérouté quand on arrive sur le langage du rêve parce qu'on plaque notre logique diurne un peu classique sur des éléments qui, eux, vont faire des condensations, vont déplacer. Donc, comme qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet des émotions et leur rôle dans les rêves? Voilà, la question est complexe. Déjà, Oui. nos rêves sont constitués à 90% d'émotions. C'est-à-dire que les images que nous visualisons en rêve sont des représentations de nos émotions, de nos ressentis. Et donc, il y a dans une image de rêve, il y a une charge émotionnelle extrêmement forte. Ensuite, effectivement, il y a une ordonnance. Donc, c'est là où il commence à y avoir un processus de cohérence, un processus là qui est plus intellectuel. Les images vont s'organiser pour arriver à donner un sens. Mais donc, on va être soumis à un flux émotionnel extrêmement fort quand on rêve, de même que quand on entend un rêve, on va être soumis à ce flux émotionnel. Et ensuite, l'interprète, il sera plus apte à se dégager émotionnellement pour interpréter le rêve que le rêveur. Mm. Oui. Mais donc, c'est là où la logique va intervenir, et le rationnel, et la culture, et aussi le travail sur soi, puisque là, vous avez évoqué la notion d'intuition. Mm. Donc l'intuition est quelque chose de très important pour comprendre un rêve. L'intuition, elle peut venir effectivement de quelque chose de complètement inné, Mm. comme elle peut venir aussi d'expériences acquises. Mm. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de réfléchir pour poser un diagnostic. On peut le voir chez les médecins qui ont des heures de vol. Oui. Le diagnostic se fait presque instantanément, c'est-à-dire on pourrait dire de façon intuitive parce qu'il y a une reconnaissance. Le matériel a déjà été vu et ça fait des combinaisons. Voilà, il y a des symptômes qui vont apparaître, une gestuelle, il y a un langage du corps qui est très très fort. Donc avec notre expérience, on va pouvoir poser des diagnostics en général assez précis, donc qui ont l'air très intuitifs, mais qui sont fondés sur une connaissance, mais c'est une acquisition, donc il y a une intuition acquise par l'expérience, et puis il y a un ressenti inexplicable qui est moindre quand même, mais c'est vrai que quelquefois on peut avoir des ressentis inexplicables, c'est une intuition vraiment dans le sens du terme. Mm. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est là où il y a une distinction qui est très importante aussi à faire, c'est que, il ne faut pas confondre intuition et projection. Que la projection, c'est quelque chose qu'on va projeter sur une personne qui procède souvent d'amalgame, de répétition. Donc de la même manière que le diagnostic,
La projection peut être une perception avec pose d'un diagnostic ou d'un jugement sur quelque chose par expérience ou par mauvaise expérience. Mais quelquefois, il suffit d'une mauvaise expérience Mhm. pour qu'un traumatisme devienne un tissu projectif. D'où l'importance, quand on est thérapeute, d'avoir fait un travail sur soi, d'avoir quand même travaillé sur ses névroses, sur ses souffrances, sur nos propres regards subjectifs, parce qu'on a tous un regard subjectif, pour essayer d'être le plus transparent et le moins projectif possible et pas faire de contre-transfert, des choses comme ça dans un processus thérapeutique. Moi, je voulais mettre l'accent sur le fait que les émotions ont un rôle central dans le rêve et on a tendance aussi à en être coupé, je trouve, dans le quotidien. Je fais des généralités ici. Et revenir au rêve, c'est aussi, pour moi, ça a été pour moi aussi reconnecter ses émotions. Voilà, un travail Ouais, aussi assez. j'entends, tout à fait, oui. Ouais, et je trouve qu'aujourd'hui, donc le rêve a beaucoup de vertus, en fait, sur ce point-là. Bon, j'aimerais aussi qu'on aille sur un autre point, c'est pour clore un peu le chapitre de l'onirologie, c'est ce que j'ai appelé les mythes busting, c'est-à-dire il y a certaines croyances autour des rêves, des croyances généralistes, qui à mon avis peuvent être critiquées au sens constructif du terme. Je vais vous en donner quelques-unes, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, la première chose, un peu bateau, mais c'est que le rêve ne sert à rien. C'est des choses que j'entends, que vous avez Ah peut-être déjà oui. entendues, ça ne sert à rien, rêver, c'est un folklore. Qu'est-ce que vous Bah, pensez? ça, ce sont des croyances et nous sommes tous remplis de croyances. Et c'est quand, quand on a effectivement un background difficile et que sans cesse le rêve vient nous dire il faut travailler là-dessus, ben on va dire que le rêve est insignifiant, que ça évite de se remettre en cause. Oui, on va se défendre. Voilà, mais je ne, co- il n'y a rien dans la nature qui soit produit de façon fortuite. Mhm, Et donc ça, c'est une constante. Quand une chose existe dans la nature, c'est qu'elle a un rôle. mhm, Et mhm, donc le rêve est une fonction fondamentale du vivant, parce qu'il mhm. n'y a pas que les humains qui rêvent, Oui, hein. oui, oui. Tout le vivant rêve avec différents, certainement de manière différente. Et on peut très bien facilement le voir chez les mammifères, mais on le voit aussi chez des organismes moins évolués. Mhm. Et il semblerait que le rêve soit intrinsèque au vivant. Oui, oui, j'avais vu ça chez Jouet, je crois. Ouais, le premier neuroscientifique qui, effectivement, il était neurobiologiste et qui s'est intéressé au rêve, et il a posé des fondements Mhm, très, très importants. mhm, Et donc, c'est lui qui a nommé le sommeil paradoxal. Et c'est aussi lui qui a vu, qui a fait des observations et ben, sur les animaux pour mhm. voir où était le sommeil paradoxal. Et donc, effectivement, tous les animaux qu'il observait avaient un système de sommeil paradoxal. Il y a une université en France, c'est l'université de Lyon, alors je ne sais plus laquelle, malheureusement, Bah, qui a qu'un laboratoire de rêve depuis Jouet, hein. Le deuxième point aussi, c'est le rêve n'est qu'événementiel. Je crois que vous avez déjà partiellement répondu à ça, c'est-à-dire le rêve ne représente qu'une logique événementielle. Vous voyez, un peu comme une certaine interprétation de l'astrologie va vous dire que, il va se passer ça, Ah etc. oui, non. Alors, cette, cet aspect du rêve, même s'il existe, pour moi, Oui, ça n'a aucun intérêt. d'accord. Le rêve prémonitoire, ça existe, oui, mais ça n'a Mhm, aucun intérêt à approcher. Ce qui est important, c'est savoir pourquoi on se sert de telles informations dans le rêve. Il y a aussi l'aspect anticipateur dans le rêve ou l'aspect prospectif. mhm, Effectivement, le cerveau est un super ordinateur et pendant le temps du rêve, on peut faire des prospections, anticiper des situations qu'on peut voir se dérouler. mhm, Il mhm, est possible que le sentiment de déjà-vu soit dû à nos rêves. mhm. On a déjà vécu les situations parce qu'on l'a calculé comme étant la plus probable. D'accord. Bon, ça aussi, on va y revenir plus profondément sur un point au niveau de la neuroscience après. Alors là, c'est plus critique, c'est le réflexe du dico. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est amateur éclairé pardon, autour des rêves, on va avoir tendance à avoir le réflexe du dico, à croire que ce que dit le dictionnaire est vrai. Or, en fait, pour moi, le rêve se comprend aussi comme une globalité, c'est-à-dire que si on a lu dans un dictionnaire que le vélo, ça voulait dire je ne sais pas, la relation. On va vouloir plaquer ça dans la lecture du rêve. Est-ce que pour vous, c'est suffisant? Je ne sais pas. C'est une bonne marche, mais ça ne suffit pas. Non, ben, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut voir vraiment le contexte.
oui, dans le rêve pour savoir le signifiant. Parce que oui, le vélo, ça peut représenter des efforts personnels comme ça peut représenter des états cyclotimiques. tout à fait. Le vélo, ça monte en pédale. Ah, Donc, il faut vraiment contextualiser. Un symbole, par définition, est polysémique et il ne prend son véritable sens quand il est dans un contexte. oui, On peut avoir une lecture intuitive d'un rêve sans tenir compte des symboles, mais pour moi, la lecture symbolique est fondamentale. parfois, je trouve qu'on a des réflexes un peu de ce. Le dictionnaire n'est pas une autorité non plus, c'est ça que je veux dire quand même. Ah bah, oui, la seule autorité, c'est le bon sens. Oui, Et donc, l'intime sensation qu'on peut avoir, mais là encore, cette intime conviction, elle a besoin d'être nettoyée, et d'où l'importance d'avoir fait un travail sur soi, oui, mm, puisque pour être psy, il faut à la fois étudier, mais il faut aussi travailler sur soi. oui, tout Et à en fait. général, quand on devient psy, c'est qu'il y a des raisons dans l'enfance pour le devenir. Et Ouais. donc, Le dernier point que je voulais aborder, c'était sur cette critique des mythes, c'est un peu l'auto-analyse. Ce que je vois souvent, moi, c'est que les gens, c'est très bien aussi, ils vont, du coup, là, on parle des gens qui s'intéressent à leurs rêves, ils vont avoir tendance à s'auto-analyser, donc rester un peu en surface, parce que quand il y a un mécanisme de défense qui est présent dans le rêve, ils vont pas le voir, ça reste un travail psychologique avec des compétences à acquérir. Et donc, c'est très bien de s'intéresser à son rêve, mais il y a quand même des limites et il y a des gens qui font un travail pour ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas toujours reconnu. Bon, vous êtes assez reconnu pour le coup à ce niveau-là, mais qu'est-ce que vous voyez pas ce phénomène d'auto-analyse qui est très répandu? alors, oui, ça fait partie effectivement des tendances de développement personnel et on essaie de faire les choses par soi-même. Hmm, Il est évident que le rêve, on ne le comprendra qu'à 80% que si on le travaille par soi-même. Et encore, on peut se fourvoyer. Et le rêve, pour moi, est d'abord un outil de transmission. Vous parliez de culture chamanique tout à l'heure. hmm, hmm, Un rêve, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour être raconté. oui, C'est une histoire, c'est un récit, et donc on a besoin de le raconter pour déjà lui donner une densité, hmm, pour le sortir de soi. hmm, Il y a aussi ce phénomène d'extraversion. Quand on raconte un rêve, hmm, on parle de soi fondamentalement, hmm, et c'est important. hmm. Euh, Après, il y a donc ça, ce sont les prémices. Mais après, c'est vrai que le tiers, il est important parce qu'il va être neutre. Et nous, on a forcément des résistances. On a des mécanismes de défense. Et d'ailleurs, curieusement, enfin, curieusement, de façon observable, il y a des personnes qui ont des mécanismes de défense qui vont les survaloriser, donc dans la toute-puissance, Hmm, et il y en a qui ont des mécanismes de défense qui vont les diminuer. hmm. Et donc, des personnes qui vont toujours penser que leurs rêves sont positifs ou d'autres qui vont penser toujours que c'est négatif. Oui, oui, on ne peut pas s'extraire de son propre biais subjectif. Voilà, il y a toujours des biais quand on s'approche, quand on approche la psyché, d'où l'importance de toujours passer par un tiers. Il y a Exactement. soi, il y a la psyché et il y a besoin de la personne extérieure. C'est que peut-être admettre que le travail du rêve, demande aussi à un certain niveau, si on veut pousser vraiment l'interprétation, l'analyse, la lecture, des compétences particulières. Vous citiez les personnes qui disent que le rêve ne veut rien dire. Hmm, C'est exactement la même chose quand vous êtes profane et que vous voyez un tableau d'algèbre hmm. avec des formules mathématiques. Ah non, ça ne veut rien dire. Si on n'a pas appris effectivement ce langage, l'étude de ces signes, c'est totalement insignifiant. Oui, Donc c'est oui. exactement la même chose pour toute discipline, et notamment le rêve. Hmm. Pour comprendre une discipline, il faut travailler. Et il y a encore beaucoup de psys qui peuvent dire qu'il n'y a que le patient qui peut interpréter le rêve, qu'il n'y a pas de grille de lecture du rêve. Oh, 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 oh. Eh ben si, si, mais simplement il faut bosser. Hmm. Il faut bosser, il faut travailler, il faut étudier pour essayer de comprendre. Ah oui, puisque derrière le rêve, on peut voir des mécanismes psychologiques. Et pour connaître réellement la finesse des mécanismes psychologiques, on peut pas, c'est des études ou c'est une pratique, comme vous dites, au niveau du travail du rêve. On peut pas. Il y a une limite, en tout cas, pour moi, à l'auto-analyse, même si le point positif, c'est au moins qu'on s'intéresse à ses rêves. Et je trouve intéressant que vous ayez ramené la dimension, je crois que ça s'appelle l'éloge de rêve, mais aussi, c'est, voilà, partager son rêve, c'est déjà une première étape
Et certaines pratiques s'arrêtent à ça. D'ailleurs, on peut juste raconter son rêve sans chercher à l'interpréter. Et je trouve ça très intéressant. Vous, vous avez développé justement une écoute du rêve aussi. Il ne s'agit pas juste de le lire, mais de l'écouter du coup. Bah, là, c'est pas moi, c'est traditionnellement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le rêve est un véhicule de parole. C'est un outil de transmission et donc c'est de la communication verbale. Un rêve, d'abord, il se raconte. Mm. Et c'est avec le choix des mots qu'on va utiliser, la structure, la syntaxe. Le rêve va être extrêmement révélateur déjà du contenu, mais de ce que nous sommes aussi par la façon dont nous allons le formuler. Mm. Et donc, on va le faire passer avec des vibrations, avec des émotions, et quand on écoute un rêve, c'est ça qui est important, c'est d'avoir une image globale du rêve, euh, un cliché vraiment de tout le rêve par la narration complète. Oui, c'est ça. Il y a aussi un travail du rêve qui se continue à ce niveau-là. Mais je crois d'ailleurs, Freud en parlait déjà. Il y a la manière dont on va retranscrire le rêve est important en fait. C'est pas du tout anodin. Que ce soit Bah, vers. pour moi, le rêve, c'est sa retranscription. Ouais. Puisqu'il y a des personnes qui disent qu'on va trahir le rêve. Dès qu'on écrit un rêve, on le trahit, puisqu'on va jamais être capable vraiment de le remettre tel qu'il était, certes. Effectivement, il y a des rêves, d'ailleurs, on a beaucoup de mal à les Oui, mettre en forme, oui, à oui. les structurer, à les raconter. Il y a des choses quelquefois qui sont très abstraites, Oui, mais c'est justement ce travail d'élaboration et de concrétisation qui, pour moi, est le rêve, oui, qui va être le révélateur de notre nature, puisque là, si on prend la forme la plus aboutie, un rêve écrit, oui. écrit, vous avez une syntaxe, vous avez une mise en forme qui est particulière, et donc ça va être révélateur aussi de la structure psychique du rêveur. Ok. On va glisser vers l'autre point. C'est le point plus spécifique du coup, l'onirothérapie, l'approche thérapeutique autour du rêve. Donc vous, vous avez choisi une orientation, vous me corrigez, hein, mais plutôt psychanalytique. Alors, la liberté que vous vous octroyez par rapport à cette orientation et les outils que vous utilisez plus spécifiquement, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là? Est-ce que vous êtes purement psychanalytique, vous êtes plutôt rangé derrière purement la lecture freudienne, ou est-ce que malgré tout, votre travail personnel vous a amené aussi à découvrir des nouvelles pistes? Alors non, j'ai pris une lecture purement freudienne. Non, 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 non. non. Même si Freud est le père de la psychanalyse ne s'arrête pas avec Freud. Une lecture d'abord psychanalytique du rêve, c'est-à-dire j'essaye de voir quels sont les effets que va montrer le rêve et en retrouver les causes. Ouais. Puisque la psychanalyse, c'est ça, il y a un symptôme, un effet, et on va essayer de trouver la cause pour démonter l'effet, le symptôme. Donc je vais travailler surtout dans ce sens. Donc, c'est là où ça devient thérapeutique, c'est que dès que vous avez accès à la cause, il y a une verbalisation, il y a une prise de conscience, il y a un outil, et puis après, il y a des grands schémas psychologiques qu'on connaît. Donc, l'importance de connaître la psychanalyse, la psychologie, Mhm. c'est qu'on est régis tous par des grands schémas, et on peut voir ces schémas à l'œuvre, et donc quand on les reconnaît, on peut aller aider la personne. Enfin, c'est un travail qui se fait à deux, c'est le patient et le thérapeute Mhm. à changer, à modifier des actes qui sont pas bons, où il y a des phénomènes de blocage, des phénomènes de répétition d'échecs, etc. Et surtout des phénomènes de malaise, de souffrance. Et le but, la vertu thérapeutique, c'est d'un travail, c'est de retirer la souffrance. Puisqu'on a évoqué Freud, je trouve que lui, il reconnaît qu'il y a un déterminisme psychique, et le rêve permet un travail au niveau psychique en tout cas, et qu'il y a une dimension qui n'existe pas dans notre médecine classique, où vous voyez, cette dimension psychique des symptômes, elle est quand même assez vite évacuée, je trouve. Et je trouve que c'est le mérite de la psychanalyse d'avoir quand même ramené ça, cette dimension de l'humain qui fait partie de qui on est. Et, mais du coup, en quoi l'écoute de ses propres rêves va différencier, ne peut pas remplacer un travail thérapeutique autour des rêves? Vous voyez, pour bien appuyer l'apport thérapeutique autour des rêves et le différencier de la simple écoute de nos Bah, propres rêves. ce que je vous disais, c'est qu'on a forcément une part subjective et qu'on a tendance à rester au premier degré quand on interprète, quand on regarde ses propres rêves. Mhm. On a besoin, comme pour tout d'ailleurs, on a besoin d'une oreille externe. C'est toujours très judicieux de parler à un ami ou de parler à un thérapeute.
Mais le thérapeute spécialisé autour des rêves, lui, il va pouvoir, à travers le rêve, extraire des ressources ou rendre conscient des ressources à la personne, par exemple. Est-ce que ça... Alors là, il y a deux, effectivement, il y a deux niveaux de lecture dans un rêve, deux approches. La première approche, c'est de traiter le matériel toxique, Mhm, c'est-à-dire tout ce qui peut nous nuire. Et dans mhm, les rêves, ça apparaît de façon évidente, hein. On voit des souffrances et on voit les causes, on remonte le fil d'Ariane, oui, on retrouve l'origine, et en même temps, on voit toutes les vertus qu'il peut y avoir à l'intérieur de soi, toutes les qualités, le potentiel qu'on n'a pas exploité. oui, Et donc, c'est pour ça que le travail sur les rêves est important, c'est qu'il travaille à la fois sur le toxique, le négatif, mais il travaille aussi sur le bénéfique, oui, sur nos ressources, oui, ce qui fait qu'on est nous-mêmes. Et là, dans ce sens, c'est le travail d'individuation dont parle Jung qui est important mhm, grâce au rêve. C'est que le rêve est l'écriture fondamentale de ce que nous sommes. Et quand nous nous connectons avec nos rêves, nous nous reconnectons avec notre écriture initiale qui permet de nous développer dans le sens de ce que nous sommes fondamentalement. mhm. Oui, cette notion d'écriture, je trouve qu'elle est importante. Et de réécriture aussi, du coup, à partir du rêve. Voilà. Euh, Et donc, Jung dit que le rêve, toutes les nuits, vient nous redéfinir sans cesse. Et Jouvet, mhm. donc, ce grand neurologue français, euh, ce, ce précurseur dans le domaine du rêve, était complètement d'accord. Pour lui, chaque nuit, le rêve vient nous redéfinir selon notre identité fondamentale, parce que nous sommes soumis à des pressions extérieures, culturelles, émotionnelles, affectives, amicales, et que donc notre moi peut un peu se plier ou se dévoyer par rapport à un environnement. Oui, il y a une dimension donc, psychique, mais existentielle aussi au rêve quand même, puisqu'il vient nous redéfinir. C'est pas juste un Oui, tout à matériau. fait, c'est Oui, essentiel. c'est Et ça qui est. là où c'est là où la topique, la seconde topique freudienne est extrêmement importante, parce que ça c'est quelque chose qui est fondamental dans les rêves, c'est que les instances ça, moi sur moi, elles sont très visibles en rêve. Oui, Enfin, surtout les instances ça et sur moi. Et donc le surmoi, on le voit qui officie partout, quoi. C'est le répresseur et c'est là où le travail sur le rêve est très important, c'est que quand on identifie, pardon, ces figures surmoïques trop importantes, on arrive à les faire baisser leur seuil d'intolérance mm. et pour tolérer que le moi puisse s'exprimer. Oui, oui, Pour tout à ça, fait. il faut reconnaître aussi ses pulsions. Mhm. Et là encore, chez Freud, pour lui, le rêve est un exutoire de nos pulsions. Ce n'est pas que ça, mais il y a quand même pas mal de choses de cet ordre. Oui, c'est la conception freudienne des désirs refoulés qu'on va exprimer justement Et par censure sociale. Mais la notion de libido chez Freud est assez restreinte, elle est beaucoup plus large. La libido, c'est le désir de vie. mm, C'est pas uniquement la pulsion sexuelle. tout à Et fait. c'est aussi un défaut que peuvent avoir les psys, c'est de tout ramener à quelque chose de très linéaire, horizontal. Que le rêve vient démentir parce que justement, lui, il n'est pas aussi à plat, je dirais. Mais ça, c'est intéressant parce que euh, on retrouve ce moi, ce ça et ce surmoi sous des formes symboliques dans le rêve. Et, Oui, et moi, j'ai vu des gens qui avaient fait des psychanalyses, et même moi, hein, le travail qu'on a fait avec vous, avec d'autres, les rêves se modifient quand on approche la psychologie profonde. On commence à faire des rêves où on habite nos maisons. C'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus clair. Donc, il y a un vrai travail, il faut être réceptif, je pense, et demandeur, mais il y a un vrai travail qui se fait. C'est pas souvent on décrédibilise un peu la psychanalyse, mais quand on ramène le travail thérapeutique autour du rêve, je trouve que moi, ça rend la justice, hein, mais ça lui rend une vertu thérapeutique réelle, en fait. C'est pas des fantasmes. ah, non, mais là, effectivement, c'est pas du fantasme, mais là, l'exemple que vous choisissez est un très bon exemple, puisque l'une des représentations du moi, c'est souvent la maison. Mm, Et en cours de travail, on voit effectivement cette maison qui peut s'agrandir, qui voit des pièces supplémentaires arriver et des mm, fenêtres s'ouvrir et mm, la lumière entrer, tout à fait. tout à fait. Un point qui était contenu aussi dans votre question, c'était l'approche psychanalytique. Oui, C'est la première approche, effectivement, que je veux avoir pour avoir oui. des vertus thérapeutiques. Mm, Mais quelquefois, vous avez des rêves qui ont des dimensions plus importantes. mm, Et donc là, on parlait de la dimension horizontale freudienne, mm. il y a la dimension verticale jungienne, vous avez quelquefois des rêves qui sont plus spirituels,
et qui peut ouvrir sur autre chose. Ça faisait le lien avec ce qui vient après. C'est que des fois, on voit une guéguerre un peu Freud-Jung. Freud est décrédibilisé au prétexte qu'il a tout sexualisé. Effectivement, il y a des écueils chez Freud, mais il y a aussi des bases très importantes. Et on va plutôt préférer Jung sans vraiment, j'ai l'impression que les gens l'aient lu ou le comprennent vraiment ou le pratiquent. Vous opposez l'un à l'autre. Vous utilisez au moins les deux matériaux, puisque c'est ce que vous voulez dire. On peut horizontaliser plutôt avec Freud et on peut partir sur les lectures plus spirituelles avec Jung, par exemple. Bah, il y a deux géants, hein, c'est Freud et Jung, ils ont posé des fondements. La théorisation freudienne est très intéressante. Hmm. Ses limites. Moi, je ne suis ni freudien ni jungien, je suis Hmm. moi. C'est-à-dire que j'ai aussi ma propre méthode. Oui. Euh, et donc, en tant que neurologue, c'est là où je me présente comme étant différent, c'est que je propose Hmm. un outil avec une méthode qui s'enseigne, qui n'était ni chez Freud ni chez Jung. Hmm. Oui, oui, mais c'est ce qui est intéressant avec vous, hein, je trouve. Donc, et je trouve que par contre, Jung ramène peut-être sur la notion existentielle plus le sens. Là où Freud, comme on l'a dit, va aussi beaucoup voir les désirs, les choses cachées, parce qu'il a une conception du psychisme qui l'amène à ça aussi. Mais je trouve que Jung, pour le coup, ça va ouvrir la porte à s'autoriser à aller voir la dimension plus existentielle des rêves et des choses qui travaillent pas qu'à des niveaux pathologiques. Même si, bon, Jung est aussi formé comme un médecin, hein. Donc, le rôle du transfert en onirothérapie, est-ce qu'il est important comme dans la psychanalyse, je dirais, plus classique? Est-ce qu'il a une vertu thérapeutique comment vous le vivez dans vos séances? Ben là, alors déjà, c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez, opposer Freud et Jung, vous avez des Freudiens qui font toujours semblant d'ignorer qui est Jung, et vous avez des Jungiens qui s'enorgueillissent d'être Jungiens plutôt que Freudiens. Ces deux, c'est pas la même époque. Ils sont contemporains, ils se sont connus. À un moment donné, Freud voulait que Jung soit son fils spirituel. Il a 20 ans de moins, mais c'est vrai que la dimension spirituelle qu'il y avait chez Jung dérangeait fortement Freud, qui voulait que cette discipline, la psychanalyse, Mm, soit exempte de toute forme de religion. mm, C'est vrai qu'entre religion et spiritualité, quelquefois, il peut y avoir une confusion. Mais donc, non, ce sont des personnes qui ont chacun apporté des choses extrêmement importantes. Ce qu'on peut reprocher à Freud, c'est d'être dans la synthèse, enfin, pardon, dans l'analyse en permanence. Freud est toujours dans l'analyse et effectivement, ça n'avance pas. On analyse, on analyse, on analyse. Et si vous lisez l'interprétation de Freud, c'est une longue suite d'analyses, mais il n'y a pas vraiment d'interprétation. mm. L'interprétation des rêves, ça doit s'appeler l'analyse des rêves. Il n'y a pas d'interprétation. Jung, il y a trop de prudence encore. C'est vrai qu'il est parfois lui-même trop freudien. Ok. Il, il apporte la notion d'inconscient collectif, mais il dit que lui-même, il ne pourrait pas interpréter un rêve, il ne se hasarderait pas à interpréter un rêve. Mais bon, c'est à différentes périodes de leur vie, et donc c'est vrai que c'est difficile aussi, parce que chacun dit des choses à une période de sa vie. Il y a des limitations, il y a énormément, c'est deux géants, ça, il n'y a pas de doute, hein, c'est deux génies. Il y a toujours des limites, parce qu'il y a un contexte, il y a une époque, on est des humains, on a tous des limites, et il faut toujours sortir et être soi-même. Et c'est ce que Jung a dit, je ne souhaite à personne d'être jungien. Mm. Oui, il n'a pas cherché à faire école. Ce qui est important, il a dit soyez vous-même, quoi. Il Mm, est dans la veine de Nietzsche, mm, qui devient qui tu es. mm. Oui, mais opposer les deux, je trouve qu'on perd en approche thérapeutique en fait. Parce Ah que oui, on perd, ça n'a aucun intérêt de les oui, opposer. ça n'a aucun Il n'y a pas intérêt. de guerre de clochers. Je pense que ça en dit plus long sur la personne qui est en opposition que sur fondamentalement le travail des deux en fait. Voilà, dès qu'il y a une chapelle, effectivement, dès qu'il y a des opinions, on est dans l'illusion des opinions. Mm. Donc, la question, c'était par rapport effectivement à la notion de transfert. Oui, pour revenir au coq à Alors l'âne. là, c'est pour ça que je le soulignais, parce que pour les Freudiens, quand il y a un transfert, c'est là où le travail s'arrête, et pour les Jungiens, c'est là où le travail commence. Puisque le transfert, c'est la projection sur le thérapeute de vertus, de qualités qu'on aurait attendues du parent. Et donc, c'est ce qu'on appelle un système de liaison erronée. Il y a un transfert d'affect sur le thérapeute qui représente tout d'un coup la personne qui écoute, la personne qui entend, qui comprend. On a l'impression qu'elle comprend, et c'est mieux effectivement quand le thérapeute comprend. Mm. En tout cas, qui est attentif et qui est bienveillant.
Donc il y a forcément un transfert d'affect de l'image du parent idéal sur la personne thérapeute, sur le praticien. Et quelquefois, ça peut se transformer en transfert amoureux. Oui. Euh, mais là, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on projette sur l'autre. Et quand le transfert apparaît, quand il est nommé, et en rêve, souvent, on peut le voir, puisque, il y a des éléments du rêve qui vont faire penser qu'il y a un transfert. On va essayer d'amener la personne à verbaliser. Et donc, très souvent, c'est là où le transfert est important, je le répète, c'est que quand on projette quelque chose sur quelqu'un, c'est qu'on l'a en soi. Et donc, c'est dans un système de déflation où on n'ose pas encore se reconnaître ces qualités qu'on voit chez l'autre. Si on les voit, si on les reconnaît chez l'autre, c'est qu'on les a en nous. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir, euh, de renvoyer ce miroir à la personne. C'est pas moi que vous aimez, c'est vous. Parce que là aussi, il y a des interdits, on a du mal à s'aimer souvent, Oui. et c'est plus facile d'aimer un objet extérieur. Et puis ça peut être, à la fois c'est un outil effectivement de progression, ça accélère le processus thérapeutique, mais ça peut être aussi parfois un système de défense et de résistance chez le patient. C'est-à-dire en voulant séduire ou en voulant amener la personne dans une relation élective, il y a un dévoiement de la thérapie. Une forme de toute puissance aussi de la part, pas volontaire, hein, Mm. c'est pas volontaire, Ouais, c'est pas perfide, hein. c'est inconscient. Ce sont des mécanismes de défense où en séduisant l'autre, on le met en notre pouvoir. Et la figure du thérapeute peut apparaître dans les rêves d'ailleurs. Oui, elle apparaît sous des formes voilées ou sous des formes directes. Effectivement, le psychisme va prendre en compte quand même l'acte thérapeutique et va faire figurer le thérapeute dans le rêve. Ah bah, Euh, là, l'apparition du thérapeute sous une forme voilée, et encore mieux sous une forme directe, ça valide le processus thérapeutique. Donc ensuite, il faut voir effectivement le contexte du rêve. Mais la matérialisation de l'image du thérapeute en rêve, elle valide, c'est pas le thérapeute hein, qui apparaît, c'est le processus thérapeutique. c'est plutôt le lien, le processus thérapeutique, même pas le lien relationnel avec le thérapeute. Ça peut être, c'est plus le processus alors. C'est plus d'abord le processus thérapeutique, ensuite, ça Oui, renvoie à la dimension de la personne, ce que vous voyez, oui. que vous projetez avec mon image, c'est à vous. Moi, la personne, le thérapeute que vous voyez en rêve, c'est vous. Après, peut-être sur le contre-transfert, non, ça corrobore ce que vous avez dit, ça, où il y a des nouvelles informations à aller chercher du point de vue au Bah, niveau le thérapeutique. contre-transfert, c'est effectivement c'est le système projectif qui fait que il peut y avoir des liaisons d'affect erronées avec un patient. Oui. Qu'un thérapeute projette soit euh, de l'amour ou de la colère, ou parce que le contre-transfert, comme le transfert, Mhm. ça peut être des liaisons de projection de colère. Mhm. Et donc là, là, si on revient à la notion de transfert, Mhm. quand il y a un transfert positif et qu'il n'est pas traité, très souvent, ça peut se transformer en transfert négatif. L'idéalisation va laisser place à la diabolisation, puisque on va d'abord imaginer le parent idéal, Mhm. et si effectivement c'est pas travaillé et verbalisé, Mhm. ensuite on va projeter le parent qu'on a eu, et donc on va faire Mhm. le principe d'amalgame qui est intrinsèque effectivement à toutes les formes de névrose. Mhm. C'est que là par exemple vous avez des moustaches. Oui. Si un petit garçon et une petite fille a eu peur d'un homme à moustache, ça va donner qu'il va y avoir une réaction inconsciente de rejet Mhm. et de délit de faciès sur tous les hommes qui auront des moustaches. Mhm. Ou les femmes, parce que les femmes, tout ça, ne seront pas sexistes. Ça fait penser aux logiques traumatiques. Il y a des personnes qui viennent et qui n'aiment pas, qui n'ont pas aimé le contenu, ce qu'elles ont entendu, qui vont pas revenir. Bah, c'est là. Le rêve, des fois, montre une image de nous qu'on veut justement pas voir. Et quand on nous la rend à l'endroit, c'est très déplaisant des fois. C'est surtout quand elles montrent l'image des parents déplaisante, hein. D'accord? Euh, L'image des parents déplaisante. C'est Oui, l'attachement plutôt aux parents qui va poser problème alors? oui, puisque les grands mécanismes de défense Oui. qu'on peut avoir, c'est quand on protège un des parents et souvent la maman. Et vous l'expliquez comment? Parce que la maman, elle est sacro-sainte, c'est elle quand même qui nous a portés, c'est elle qui, on est issu de son ventre, c'est elle qui est douceur, c'est elle qui est présence, elle est là tout le temps. Donc, elle n'est pas parfaite, évidemment, et quand on travaille sur quelques petits points d'imperfection,
il peut y avoir des rejets très forts, hein. Tout à fait. Moi, j'ai eu le cas inverse de quelqu'un qui vient d'emblée et vous explique que sa mère n'est que toxique. Sa Sa mère mère n'est que toxique, elle est horrible, hein, c'est elle n'est très... que toxique. Oui, elle D'accord. n'est que toxique. Mais le rêve ne montre pas forcément ça. Il montre aussi, il va montrer la responsabilité de la personne dans ce lien et voir que lui aussi, si j'emploie le mot, même s'il n'est pas très, beaucoup peut être toxique, mais participe en fait de cette dépendance. Donc lui renvoyer cette image va poser problème en fait. Ce que je veux dire, c'est que des gens cherchent des validations en fait. Et des fois, on n'est pas là pour leur amener, donc c'est difficile pour eux de récupérer le matériel qu'on leur envoie. Ah oui, tout à fait. Il y a des personnes qui viennent pour qu'on valide leurs croyances Oui, et il y a des personnes qui sont très douées pour vous rouler dans la farine aussi, hein. ça n'est pas arrivé. Alors ça, vous avez peut-être un exemple, enfin une idée de rouler dans la farine, c'est-à-dire raconter des bobards? Qui essayent de vous faire croire des choses. Et c'est pour ça que le travail sur les rêves est très important, parce que le rêve ne dit pas la même chose que ce qu'elles peuvent dire. Exactement. Et donc, bah, c'est ce que vous disiez exactement. Votre patient arrive en disant que sa mère n'est que toxique. Oui, Et le rêve montre d'autres aspects. Donc, il s'est construit des croyances où il a besoin de diaboliser sa mère, c'est son ennemi. oui. Et donc, c'est des mécanismes où il s'enferme lui-même, Mm. et puisque cette image va se projeter sur toutes les femmes après. Pour la pérennité d'un couple, c'est pas terrible. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand même, parce que moi, je vais quand même, je vais bien sûr écouter le patient, mais il y a quand même le rêve entre les deux, et c'est lui le matériau aussi qui quand même agit comme boussole. Le rêve n'est pas une autorité, mais c'est quand même le rêve qui, pour moi, va indiquer Ça va l'état réel du remettre. psychique. Oui. Oui, ça dit les choses. Alors, c'est particulier parce que là, quand il y a une image idéale du parent, le rêve souvent va dire le contraire. Et il va le faire de façon véhémente. C'est-à-dire que le rêve focalise sur des points particuliers de l'individu qui ne sont pas tout l'individu, Mm. mais un rêve va faire, c'est souvent un moment de focalisation. Et donc, c'est là où il faut être quand même prudent en tant que quand on interprète un rêve. Mm. Il faut quand même dire que ce n'est qu'un aspect de la mer, ce n'est pas toute la mer. Oui, mais c'est parce qu'en fait, j'utilisais ça parce qu'en fait, souvent, le patient va rentrer en confrontation avec la lecture du rêve et avec son rêve lui-même, qui en fait est une part de lui aussi. Et vous avez raison de préciser ça. Euh, du coup, vous, est-ce que dans votre pratique depuis certaines années, vous avez une patientèle type, ou pas, hein, ou pas du tout, je ne sais pas, qui est plus réceptif naturellement à l'approche des rêves, je ne sais pas, des gens créatifs, des gens surdoués, ce qu'on appelle des atypiques, ou pas du tout, des gens qui n'ont pas ces étiquettes-là et qui sont plutôt intéressés par la psychologie. Est-ce qu'il y a comme ça des profils? Alors, déjà, il y a une question de genre. Les femmes sont beaucoup plus enclines à se remettre en cause et à travailler sur le psychisme, Mhm. parce que c'est quelque chose qui les touche beaucoup. Il y a une intelligence féminine très forte dans ce domaine. Mhm. Donc, la patientèle, elle est à 80% féminine. Mais il est évident aussi que le travail sur les rêves, c'est des personnes qui sont un peu plus, je veux dire, éveillées que d'autres, Mhm. il y a une recherche atypique, pas forcément, il y a un peu de tout. Mhm. Euh, une population intelligente, certes. Je pense que c'est un des vecteurs communs, Mhm. c'est que c'est une population qui a un QI au-dessus de la moyenne, hein. Ce n'est que l'échantillon que je reçois, Oui, oui, les gens me connaissent par la radio. ouais. Donc la radio est une vitrine et donc les processus ce sont des processus rapides quand on va avec le rêve et donc c'est peut-être pour ça que ça attire des gens qui ont une vélocité d'esprit. Oui. Ça va très vite. Oui, oui, ça parle au cœur et c'est vrai qu'il y Mm. a un phénomène catalyseur. Mm. D'accord. Oui, bien sûr, c'est votre échantillon. Après, je sais que par exemple, dans la culture musulmane, ça existe encore l'interprétation des rêves, mais c'est encore, après, ça leur est propre, mais c'est encore guidé beaucoup par soit l'événementiel, l'approche très, pas divinatoire, mais est-ce que c'est un message du divin? Est-ce que c'est simplement un message de l'inconscient? Ah ben, Voilà. il y a une culture islamique qui est propre au rêve, tout à fait, qui est très, très développée, Ouais. mais ce qui n'empêche pas que je reçois beaucoup de gens d'origine musulmane, hein. Ouais. Oui, oui, ok. Oui, il y a une ouverture d'esprit. Bon, il reste un point, on l'a déjà un peu évoqué, mais c'était aussi pour ramener les approches autour du rêve et les
les plus modernes, les plus récentes. C'est la neuroscience aujourd'hui qui s'empare beaucoup de ça, enfin qui développe beaucoup d'approches. Il y en a une qui est celle de, alors son nom j'ai du mal, c'est Revonsuo. Il y a le mot rêve dans son prénom, c'est marrant. Donc, il a une théorie de la menace simulée, je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein. C'est en gros comment le rêve sert d'entraînement nocturne du point de vue des dangers. Il va tester des scénarios. Est-ce que l'approche neuroscientifique de la théorie de la menace simulée, pour donner le nom concret, qui dit que le rêve sert d'entraînement nocturne pour tester les réponses comportementales vis-à-vis des dangers à venir, est-ce que pour vous, c'est valable? Et est-ce qu'on peut, si c'est valable, est-ce qu'on peut juste limiter ça au fait que dans le rêve, on D'accord. teste des scénarios de danger? Ok. Alors, le rêve est investi de multiples fonctions et cette vision que vous décrivez Mm, fait certainement partie aussi des nombreuses fonctions du rêve. mm, Mais c'est tellement plus que ça. mm, mm. Le rêve, c'est vraiment notre moyen d'extrapolation, d'ouverture, de connexion. Le rêve, il a des fonctions, mais infinies. Mm, Les plus grandes fonctions qui sont déjà établies, que Michel Jouvet a bien décrites, c'est la régénérescence du système nerveux. mm, Crick et Mitchinson aussi ont bien défini la notion d'effacement des mémoires, de, de renouvellement des mémoires, de stockage. Donc, ça régénère le système nerveux, ça nous programme, puisque le rêve est intrinsèque au vivant et le fœtus passe son temps à rêver. Donc, ce rêve, il est là pour le programmer aussi, puisque nous avons tous un bagage ADN, tous les êtres vivants, et on se développe aussi neurologiquement par rapport à notre nature. Il a des fonctions, mais infinies, hein. La seule partie du rêve qui m'intéresse réellement, moi, oui. c'est le rêve message. Mm, C'est-à-dire ceux qui sont produits pendant le temps du sommeil paradoxal et qui sont des rêves d'émergence, c'est-à-dire qui arrivent juste avant le réveil, ceux dont on se souvient. oui, mais c'est marrant parce que moi, dans mes lectures, il y a une neurophysiologie du rêve qui apparaît dans les images. Enfin, moi, j'allais dire le nom, l'art de repérer ça. On voit l'effet. Pour moi, le corps va aussi utiliser les images du rêve pour se symboliser lui-même. Et effectivement, on voit l'activité du système nerveux dans les rêves, en fait. Donc, c'est très riche Ah, de ce point de vue. c'est possible, c'est Ah oui, possible. ah oui, moi, j'ai Cha- trouvé ça, c'est fort. chaque individu est particulier. Nous sommes tous régis par des grands schémas communs, mais nous avons tous aussi une inclination, un clinamen particulier, Oui, et que tout le monde n'aurait pas de la même manière. oui. Les femmes et les hommes sont un peu inégaux devant les rêves, puisque d'une façon générale, les femmes s'en souviennent mieux. Mais D'accord, sinon, ok. sinon, au niveau du contenu, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il y a une différence entre les rêves de femmes et les rêves d'hommes? Pas tellement. Oui, Hormis effectivement qu'ils se voient en tant que femme ou en tant qu'homme, et que leurs partenaires amoureux sont plus souvent hétérosexuels. ouais. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est très difficile de... Puisque là, vous évoquez quelque chose de fondamental au début, c'est les émotions. Mhm. Et donc, le rêve nous fait revivre avec des, des émotions exacerbées les choses. Ouais, On n'a plus de recul, tout devient émotionnellement extrêmement fort. Un retard de train, c'est la fin du monde. Une personne qui n'est pas là, mais c'est l'écroulement. Donc, effectivement, on a une charge émotionnelle qui est celle d'un enfant quand on rêve. Quand on est enfant, tout est vécu avec une intensité émotionnelle extraordinaire. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a le refoulement, c'est que quand on travaille sur quelque chose qui est en remontée, elle va être vécue avec l'émotion de l'enfant, et donc elle va être vécue avec beaucoup d'appréhension. Et par le rêve, on arrive à faire diminuer cette charge d'appréhension pour que l'émotion remonte. Ce seuil émotionnel extrêmement élevé fait qu'on n'a plus aucun sens critique pendant le temps du rêve. On prend tout pour argent comptant. Et donc ça, c'est un des aspects de la théorisation freudienne qui est très, très important, puisque c'est vraiment un observateur du rêve extraordinaire. C'est lui qui a vu effectivement qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de sens critique dans le rêve. oui, c'est On ça. accepte tout, sauf vraiment trop grande aberration, à ce moment-là, on se réveille. Donc, soit c'est une aberration que le cerveau va décoder et dire non, c'est pas possible, on se réveille, soit par la charge émotionnelle qui est trop forte, le scénario nous met en scène dans quelque chose de beaucoup trop violent
et on n'a pas d'autre issue que de se réveiller, ce qui est le propre d'un cauchemar. Après, c'est autre chose, mais c'est vrai que dans les rêves lucides, le cortex préfrontal médian, c'est un peu technique, mais lui, il n'est pas déconnecté de l'activité de l'activité émotionnelle gérée par le cerveau, et il peut ramener des messages un peu discriminatoires. Alors, c'est vrai que dans le rêve, c'est plutôt coupé, et effectivement, mais c'est l'avantage aussi des rêves, c'est-à-dire que ça met, comme vous avez dit, le focus sur une émotion, ça va effectivement l'amplifier, parce qu'il n'y a pas du tout de régulation, mais au moins le problème ou la chose qui n'était pas toujours exprimée arrive de pleine voix, même si parfois elle est exprimée sous des manières détournées pour plein de raisons, avec les schémas qu'on a évoqués chez Freud par exemple. Mais du coup, je trouve que c'est ce que j'ai voulu vous dire au début avec la question que je vous ai posée sur la logique et l'émotion, en fait. Et c'est ce que vous venez d'y répondre. Il n'y a pas ce sens critique qui est très développé dans le rêve. On est comme un enfant qui prend toutes les émotions telles qu'elles viennent, mais c'est aussi la force du rêve pour moi. Oui, c'est pour ça aussi qu'on s'en souvient, parce que ça nous impacte tellement que c'est ce qui permet de s'en souvenir. Ouais. Donc, quelquefois, on peut faire des rêves purement cérébraux, comme vous le décriviez en Mm. début. On peut avoir des spéculations mentales dans le rêve, des choses qui Oui, tournent, ouais, parfois labyrinthiques, ouais. et qu'on est très à mal de retranscrire une fois réveillé. Dans le rêve, on va aussi retrouver ce qu'on a mis en journée. Ou est-ce que pour vous, Alors, euh, si on se sert des images de la journée, c'est qu'elles sont signifiantes aussi, hein. hmm, C'est un des lieux communs de ceux des détracteurs du rêve. Le rêve ne sont que les miasmes, ouais, les reliques de la journée, de ce qu'on a vécu. Ok, non? Oui, hmm, effectivement, on se sert du matériel contemporain, mais si on voit un cheval et qu'on rêve d'un cheval, c'est que le cheval va nous parler. hmm. Il peut y avoir un processus de développement psychologique que le rêve vient traduire. Donc oui, c'est pas parce qu'on a vu un cheval que c'est systématiquement traduit en rêve. Il y a une fonction spécifique pour ça. Ok, est-ce que on peut faire un petit cas rapide de neuropratique? Quoi? Un cas rapide d'oniropratique. Vous savez, je vous ai envoyé un exemple. Je rêve que je suis dans un train moderne, type TGV. Quand je ressors du train, c'est une locomotive. Ok, comment on peut rendre compte du changement de véhicule alors que dans le rêve, bah, je n'ai pas quitté le train en fait. Juste pour une petite mécanique comme ça, une petite gym ce matin autour du rêve, si vous voulez bien, hein. C'est-à-dire, on est dans un train, c'est un TGV, et quand on en sort, en fait, c'est une locomotive. C'est un rêve c'est une image que j'ai inventée, hein. Vous avez le sentiment d'être dans un TGV, C'est ça. et quand vous descendez, vous constatez que soit il s'est transformé, soit c'était finalement pas un TGV, c'était un train à l'ancienne tracté par une locomotive à C'est vapeur. ça, un train du début du XXe siècle. Sans autre contexte, hein, je vous reconnais qu'il n'y a pas de contexte. Donc c'est la bête humaine. Bon, on pourrait, si on aborde cette image, on ne connaît pas le rêve, on se dit, bah, ça n'a aucun sens. Alors, quel sens on pourrait broder ici, même si c'est juste un exercice, il ne s'agit Bah, pas. déjà, tous les rêves de train sont des rêves positifs, puisque quand on est dans un train, on est sur des rails, c'est-à-dire qu'on avance sur un chemin qui est immuable. Donc ça peut sembler angoissant, mais non, pas du tout, parce qu'on a besoin d'aller d'un point à un autre par une voie précise. Et donc être sur des rails, dans le langage populaire, ça veut dire qu'on est sur un truc ça va pas dérailler, quoi. Et donc, si vous arrivez à mon port, déjà là aussi, c'est très positif parce que ça veut dire que vous avez fait un changement, que vous avez pris une direction qui vous amène quelque part. Donc, le train, quand on rêve qu'on prend son train, c'est le contraire de louper un train. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on loupe un train en rêve, le monde s'écroule. C'est la catastrophe terrible. Là, vous êtes dedans, donc au contraire, sur le plan émotionnel, c'est magnifique, vous arrivez à bon port. Ouais. Et donc, il ne tient qu'à vous maintenant de devenir une locomotive. Puisque là, Oui. il y a un déplacement. Si c'est votre fonction, être sur des rails, c'est souvent des rails professionnels. Si c'est votre fonction de thérapeute, il tient à vous d'être une locomotive et peut-être que vous avez besoin de sortir du 19e siècle. Mais c'est peut-être aussi repasser par le 19e siècle, puisque la locomotive fondamentale, c'est Freud. Oui. C'est lui le père de la psychanalyse, même si c'est un grand collecteur des idées de son temps. Il Ouais. n'a pas tout inventé, hein, Oui, oui, mais tout à fait. il a une puissance qui lui a permis de collecter des idées qui étaient déjà là, d'en créer d'autres.
Euh, et donc, la notion d'inconscient, c'est lui qui l'a rendue populaire, mais elle existait avant lui, hein. Oui, oui, Uwe Kusten, c'est, je crois, un philosophe allemand. Enfin, ouais, il y a toute une généalogie aux théories freudiennes. Le premier mot qu'on trouve, je crois que c'est Milstenberg qui l'utilise 2 siècles plus tôt. En tout cas, c'est lui qui est le père de la psychanalyse, comme il a voulu l'être. Mm. Et donc, cette locomotive, elle représente comme le téléphone filaire. Le téléphone filaire, c'est souvent un lien avec la psychanalyse freudienne. Ah Puisque, oui? bah oui, puisque l'invention du téléphone est contemporaine à l'invention de la psychanalyse. Mm. Donc là, la locomotive, elle renvoie tout de suite à la fin du 19e. Mm. Et donc, ça me faisait penser à Zola, effectivement, avec ses romans sociaux. Ouais. Ouais. Moi, le train, je l'aurais vu aussi, le rail, je l'aurais vu aussi comme le rail neurologique. C'est ce que je vous ai dit. Moi, j'ai une lecture qui va beaucoup porter sur. Ah oui, 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 Ouais. non, c'est ça, mais sur les rails, c'est effectivement quand dans la tête, il y a des axes qui sont tracés. Quand tout d'un coup, on n'utilise plus des biais, parce que dans le cerveau, il y a plein de connexions neurologiques Oui. qui passent par des systèmes, on peut les faire quelquefois des lignes directes. Mm. Ouais. Et donc, quand il y a un phénomène d'abraction, par exemple, en thérapie, Mm. Mm. quand on a des phénomènes de catharsis, c'est que tout d'un coup, il y a une connexion neurologique directe qui vient de se créer. Mm. Ça, vous voyez, mais il y a quelque chose qui vous ramène à la figure de la psychanalyse à ses débuts. Ouais. Si c'est vous la locomotive, elle a besoin maintenant de s'actualiser. Mais c'est Mm. bien de revenir au fondement. Ouais. Oui, tout à fait. Non, mais je comprends. Mais en fait, c'était même pas un rêve que j'ai fait, hein. Ça m'est venu, mais quelque part, c'est vrai qu'on peut renvoyer que ça fait sens chez moi. Donc, j'ai trouvé intéressant ce petit exercice. Euh, on va conclure. Je pense on a fait un peu le tour de toutes les questions. On a pas mal développé. Voilà, ça reste qu'une heure, mais c'est déjà bien. Donc, je sais pas. Est-ce que déjà vous avez des actualités ou et aussi un message que vous voudriez transmettre, que mes questions ne vous ont pas forcément permis de dire? Non, je ne pourrais répéter que c'est quand même un outil formidable. Peut-être pour moi, c'est le plus formidable, parce que c'est celui qui va le plus vite. Simplement, il faut comprendre son langage et puis je dirais aussi félicitations à ceux qui s'y hasardent parce que c'est pas évident de se retrouver en interprétation, comme par exemple sur l'antenne, dans l'émission que je fais. Si les gens n'intervenaient pas, il n'y aurait pas d'émission. Mais je trouve ça très courageux parce qu'ils vont se mettre à nu devant plein de personnes et c'est aussi très profitable parce que ce sont des grands schémas qu'on va retrouver au travers des rêves. Chaque problématique peut répondre et parler à une personne aussi extérieure. Et donc, on a des grands schémas que les rêves vont mettre en évidence. Et les personnes qui écoutent, puisqu'il y a toujours effectivement un auditoire pour cette émission, elles écoutent parce que ça les intéresse et parce qu'elles découvrent effectivement des process psychiques, elles peuvent se reconnaître. Ça parle tout le temps. Oui, l'émission, c'est sur Immédiat, c'est ça? HYM, plus loin média? Là, c'est, voilà, tout à fait. C'est immédiat, donc c'est sur YouTube. Ouais. C'est je me suis passé de l'AFM. La locomotive au TGV. Voilà, c'est ça. Oui, parce que la FM, maintenant, je ne sais plus qui écoute la FM. C'est vrai que pour les jeunes, la FM, ça fait un peu comme Facebook, quoi. Ouais, c'est plutôt les taxis, peut-être. Ah oui, tout à fait. Ben, là, quand je faisais mon émission, j'avais énormément de chauffeurs qui écoutaient l'émission, là. Après tout, les taxis nous emmènent bien d'un point A à un point B, hein. Sur une autre fonction, Ah non, puis c'est souvent des gens brillants, Alors, c'est un peu. C'est marrant parce que moi, j'ai longtemps voulu faire taxi. hein. Ah, J'aurais écouté l'émission bah, en. symboliquement, le taxi, c'est le thérapeute aussi. C'est Ouais, celui qui vous donne de l'argent pour qu'il vous emmène quelque part. voilà. Et c'est le rôle du thérapeute Oui, de donner de l'argent pour qu'il vous emmène quelque part, de préférence à bon port. oui, c'est mieux. Voilà. Et le rêve me permet de se déplacer très vite. C'est le TGV, c'est le taxi C'est TGV. ça. Vous avez un site aussi, peut-être on peut le donner. Oui, bah, tristanmoi.fr. C'est un site où il y a pas mal de littérature sur le rêve et surtout un site où il y a le dictionnaire Ouais. accessible, gratuit, en ligne. Oui, parce que vous avez fait un gros travail dessus. Moi, je mettrai mes liens aussi dans la description de la vidéo. Voilà, une dernière question, c'est
pour synthétiser un peu tout, est-ce que, vous l'avez dit tout le long, le rêve est très important pour vous. Est-ce que ça vous a appris, je dirais, si on devait garder qu'une seule chose de ce que ça vous a appris, soit de vous-même ou de la réalité humaine? Une réponse simple, hein, je veux dire, c'est pas un piège. L'énorme potentiel qu'on a tous en nous. Puisque donc il y a effectivement le rêve qui va présenter nos blocages, mais Mm. il va présenter aussi cet énorme potentiel dont chacun de nous dispose, et cette connexion infinie avec le monde, et que le rêve, c'est la vie. Le rêve, c'est la vie. C'est vraiment intrinsèque à la vie. Vous êtes vivant, vous rêvez. Écoutez, Tout le temps. c'est un beau message. Ça m'a fait penser à Coco Gauff. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le tennis, un petit peu, pas du tout. Coco Gauff, c'est celle qui a gagné Roland Garros chez les femmes. C'est une Américaine. Elle vient de gagner Roland Garros. Et Très bien. elle est retombée sur un rêve qu'elle avait décrypté, qu'elle avait envoyé sur les réseaux sociaux en 2021, où elle se voyait gagner Roland Garros. Et elle l'a gagné 4 ans plus tard. Après, c'est une tennisman qui s'entraîne, hein, il n'y a pas non plus de. Mais elle jouait déjà au tennis. Mais bien sûr, elle jouait déjà au tennis, mais Oui, bon. elle a mis un beau, non, mais elle a mis un beau message, je trouve. Elle a dit, si vous vous êtes vu le faire en rêve, vous pouvez le faire en réalité. Et j'ai trouvé que elle s'intéresse à ses rêves, elle a transmis un beau message. Donc voilà, le rêve est quand même présent dans la société. Il faut peut-être aussi que nous, on puisse un peu, nous, au sens large, y tendre Ah bah, l'oreille. là, effectivement, donc ça serait une conclusion. Le plus important, c'est de réaliser ses rêves. Oui. Et c'est pour ça que le rêve lucide, éveillé, il ne faut pas ça contrôler, pardon. Mhm. Ça n'a pas grand intérêt, puisqu'on vit dans les rêves ce qu'on ne vit pas dans la réalité. Et donc, plutôt que de s'exercer à travestir les rêves, à les pervertir même, il vaut mieux réaliser ses rêves. Dans ça. Mais je ferai peut-être avec quelqu'un autour de la lucidité et les rêves. Peut-être que je ferai un podcast autour de ça. Mais bon, pour l'instant, je vous remercie beaucoup d'avoir fait l'interview avec moi, d'avoir passé tout ce temps, d'avoir répondu aux questions, transmis votre savoir. Et puis, bah, écoutez, je vous dis au revoir. Bah, merci Thomas. Et donc, je souhaite à tous, effectivement, de pouvoir entrer dans leurs rêves vraiment. Oui, bah, écoutez, merci. Au revoir. Au revoir.